Je voudrais maintenant passer la parole à Gérard Brachet pour présenter Isabelle Sourbe-Verger. Merci Michel. Verger. Merci Michel. Vous m'entendez bien là? Oui. Donc Isabelle Sourbe-Verger est une historienne spécialisée dans l'étude des aspects géopolitiques des activités spatiales. Cette spécialité l'a conduite à passer un doctorat d'État ès-lettres, mention géographie, ce qui n'est pas banal pour une historienne. Isabelle est directrice de recherche au CNRS, où elle travaille au sein du Centre Alexandre Coiré, qui est une unité de recherche sur l'histoire des sciences et des techniques, unité qui est commune avec le Muséum d'histoire national d'histoire naturelle et l'École des hautes études en sciences sociales, le EHSS, centre qu'elle a co-dirigé, puis dirigé de 2010 à 2014. Isabelle Sourbe-Verger s'est particulièrement focalisée sur les politiques spatiales de la Russie, de l'Inde, de la Chine et aussi d'autres pays émergents, acteurs plus récents dans le domaine spatial. Elle publie un grand nombre d'articles dans des revues spécialisées et a collaboré à de nombreux ouvrages qui font référence. Je voudrais en citer un en particulier qui s'appelle L'espace, nouveaux territoires, Atlas des satellites et des politiques spatiales, qui est un gros ouvrage publié chez Belin en 2002, pour lequel l'Académie l'a distingué conjointement avec son mari, le regretté professeur Fernand Verger. Cet ouvrage fait référence au plan international, à tel point qu'une version anglaise en a été dérivée et a été publiée en 2003 par Cambridge University Press sous le titre The Cambridge Encyclopedia of Space. Isabelle Sourbe-Verger participe à des études pour le compte du ministère de la Défense, pour le compte du ministère des Affaires étrangères, pour l'Agence spatiale européenne, pour la Commission européenne, souvent, pas toujours, mais souvent sous l'égide de la Fondation pour la recherche stratégique, et j'ai eu le plaisir de collaborer avec elle à plusieurs reprises dans le cadre d'études conduites par la FRS. Enfin, Isabelle Sourbe-Verger est chevalier de la Légion d'honneur. Isabelle a rejoint notre académie comme correspondante en 2019 et participe aux activités de la section 5. Elle a été élue titulaire en 2020. Donc Isabelle, bienvenue dans notre académie. Merci Gérard. Je passe la parole à Isabelle Sourbe-Verger. Oui, bonjour, merci. Merci Gérard, je suis très honorée par cette reconnaissance de mes travaux et je suis sincère en le disant dans la mesure où mon champ d'activité est quand même un domaine assez peu représenté. En réponse à la présentation très, très chaleureuse de Gérard Brachet, que je remercie, je voudrais souligner quelques points de mes recherches. J'ai été effectivement prise comme géographe au CNRS et je crois que cela nous dit quelque chose de finalement le faible passé des activités spatiales, puisque cela faisait alors tout juste une trentaine d'années, ce qui excluait bien sûr toute présentation en section histoire. On sait que l'histoire a besoin de recul. Ce recul, eh bien, finalement, il est là aujourd'hui, le temps a passé et je suis depuis déjà quelques années membre d'un centre d'histoire des sciences et des techniques avec un petit clin d'œil, comme cela arrive parfois, dans la mesure où ce centre a été créé précisément en 1957, au moment du lancement de Spoutnik, un petit peu avant en réalité, de surcroît par un philosophe des sciences, Alexandre Coiré, qui était spécialiste de Galilée et dont l'ouvrage le plus connu s'intitule Du monde clos aux espaces infinis. Donc, si vous voulez, je me dis qu'il y a quand même une continuité profonde, tout compte fait, entre les nouvelles activités de l'homme dans l'espace et puis cette manière de se positionner au sein d'un monde beaucoup plus large.
Alors, j'ai choisi de représenter cette diapo 1 parce que d'une certaine façon, elle illustre aussi un certain nombre de traits de mes travaux. Tout d'abord, effectivement, c'est la vision lointaine de la Terre comme une petite planète bleue et on parlait des questions sur le changement climatique. Il est vrai que la vision de la Terre depuis l'espace a certainement joué un rôle décisif dans la perception des défis auxquels notre planète est aujourd'hui confrontée. Ça m'intéresse aussi de me présenter cette image parce qu'elle montre comment la Chine, aujourd'hui, c'est une photo qui a été prise par la sonde Chang'e, joue désormais un rôle dans l'activité spatiale et je viens de finir d'ailleurs un article sur justement l'activité spatiale de la Chine. C'est extrêmement intéressant quand on réfléchit aux enjeux du monde contemporain de se demander quelles peuvent être les finalités d'un pays comme la Chine, passant du développement à un futur statut de puissance de premier plan et quel précisément le rôle que l'espace peut jouer dans à la fois la représentation qu'elle se fait elle-même comme puissance et la manière dont l'espace a aussi pu construire sa puissance. Alors, je vous mets la diapo suivante. Mon approche, voilà, c'est une manière d'illustrer un petit peu ce que je fais puisque mon approche finalement consiste en retracer les modalités de l'occupation de l'espace, ce qui vient systématiquement passe par des chronogrammes comme ceci, et j'ai choisi évidemment pour rester dans la continuité ceux sur la Lune et Mars. Alors, juste là encore, je pense qu'il est intéressant de montrer que finalement, on a des hauts et des bas dans l'activité spatiale. Et aujourd'hui, le retour sur la Lune dont on parle beaucoup montre que tout compte fait, eh bien, les acteurs qui maintenant sont sur le devant de la scène sont beaucoup plus diversifiés, certes, que ne l'étaient les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, mais restent quand même encore assez peu nombreux. C'est intéressant aussi d'un point de vue de l'histoire des techniques, dans la mesure où on constate qu'il y avait des cultures différentes et que la culture de l'échec n'excluait pas, si vous voulez, ne disqualifiait pas a priori, puisque l'on voit bien dans la partie basse, verdâtre un peu de chacun des graphiques, la succession des missions malencontreuses. Et je pense que ça, c'est un élément qui peut aussi faire sens à l'académie dans d'autres travaux, qui est précisément cette réflexion sur l'arbitrage à faire entre les risques d'échec et les tentatives de réalisation et d'innovation. Alors, la géographie et l'histoire, je veux bien la diapositive suivante, se retrace effectivement à travers cet ouvrage qu'évoquait Gérard Brachet, et où on a tenté de replacer l'ensemble des satellites qui avaient été lancés. Bon, on s'est arrêté en 2002 et j'avoue que là, ça ne serait plus possible de poursuivre ce genre de travaux dans la mesure où le nombre de satellites avec l'apparition des microsatellites a littéralement explosé. En revanche, cela me permet, et on le voit bien sur la diapo suivante, d'avoir une vision voilà, plus globale des déterminants anciens et nouveaux de l'activité spatiale. Alors, bon, ce graphique, il est un petit peu compliqué à commenter en quelques secondes, mais en gros, ce que vous voyez, c'est sur la courbe le nombre de lancements qui est effectué, et puis dans chacune des barres, le nombre de satellites qui est lancé. Le fond correspond pour la couleur à la nationalité des satellites et les grisés d'aplat de l'arrière-plan correspondent à la masse des satellites. Eh bien, ce genre de planche, je dirais qu'elle est tout à fait intéressante puisque, par exemple, elle nous permet de prendre conscience de ce qu'est aujourd'hui la diversité de la suprématie américaine dans tous ses aspects.
Alors, mon activité actuelle à l'Académie, après ces quelques mots de présentation de mes travaux, elle s'inscrit dans la section Histoire où il y a déjà beaucoup de travail qui a été réalisé. Alors, le dictionnaire de Lucien Robineau, il regroupe bon, plutôt, je dirais, et c'est normal compte tenu de l'antériorité des acteurs de l'air que de l'espace, mais les travaux récents de récolte de l'information par Patrick Audouin montre bien aujourd'hui comment finalement on a matière de plus en plus à développer une histoire de l'activité spatiale qui fait quand même cruellement défaut d'un point de vue des sciences humaines et sociales. Alors, mon apport, c'est finalement, tel que je le conçois, de faire le pont avec le monde universitaire. J'ai déjà eu l'occasion d'être invitée par l'Académie à donner des conférences, comme par la Cité de l'air et de l'espace, mais c'est bien sûr une activité à laquelle je suis toujours prête à participer. Par ailleurs, il me paraît intéressant d'explorer aussi un peu plus les liens qu'on peut avoir avec des comités, comme par exemple la revue Nacelle, que certains d'entre vous connaissent bien, et l'ouverture à des membres de la section Histoire, par exemple, au comité scientifique. Je suis également membre du comité Histoire de l'espace et là encore, il me semble qu'il y a une vraie pertinence à regrouper les compétences qu'on peut retrouver au sein de l'académie dans une réflexion aussi bien sur les perceptions des acteurs que sur les simples travaux d'archives. Et à ce propos, je compte continuer à solliciter pour mes étudiants un certain nombre de membres de l'académie dont les témoignages pourront nourrir les travaux aujourd'hui de master et de thèse qui commencent à se mettre en place. Enfin, il me semble qu'il y a un dernier pont qui pourrait aussi être envisagé puisque le COSPAR met en place un panel sur les recherches en sciences humaines et sociales et donc là encore, il y a au sein de l'académie beaucoup de compétences. Ma contribution, eh bien, c'est ce que je disais, elle est d'abord au sein de la section histoire, mais elle est aussi, bien, même si les hasards du calendrier font que ces derniers temps, j'ai été un petit peu plus effacée dans le groupe de travail comme celui sur la surveillance de l'espace. Et c'est sur cette dernière planche montrant le nombre finalement de satellites militaires et la répartition de la puissance aujourd'hui que je choisis de terminer en vous remerciant encore une fois de m'accueillir parmi vous comme membre titulaire. Merci beaucoup.